podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 5e épisode. Tintin vient d'arriver aux États-Unis chargé d'une mission. Il doit combattre et vaincre le gangstérisme. C'est à Chicago que notre ami se met au travail. Mais les gangs ont été très vite alertés grâce à leurs nombreux indicateurs et les bandits ont déjà tenté plusieurs fois de supprimer le jeune reporter. On a aussi tenté de l'acheter et un certain Bob Lecaro, chef d'une bande ennemie de celle du célèbre Al Capone, lui a offert $20 000 pour liquider le balafré. Cette proposition et le cynisme avec lequel elle était faite ont mis Tintin hors de lui. Et il a sorti son revolver pour arrêter ce trop fameux Bob aux lunettes. Mais le bandit a discrètement appuyé sur un bouton, ouvrant une trappe sous les pieds du jeune homme, qui se retrouve dans une sorte de cave dont la porte paraît hermétiquement fermée. La trappe se referme, et on entend un sifflement. Puis, de la fumée envahit le cachot. Alors, Tintin comprend qu'on est en train de l'asphyxier. Bientôt, ce qu'il respire lui brûle la poitrine. Il tousse, suffoque, et tombe enfin sans connaissance. Presque aussitôt, la porte s'ouvre, et un homme, au visage recouvert d'un masque à gaz, entre. Puis, un autre. Ça y est, Bill. Il a son compte. Notre gaz au X2Z a encore supprimé un gêneur. Tiens, aide-moi à le transporter dans la voiture. Ouais, une seconde, que je mette la ventilation pour évacuer cette cochonnerie de gaz. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Les ordres du chef sont clairs. On va jeter le corps dans le lac Michigan. Ah, bah c'est pas une mauvaise idée, ça. Et si les chefs avaient de mauvaises idées, ils resteraient pas longtemps chefs. Comme tu raisonnes bien, garçon. Les deux crapules ont tôt fait de hisser le corps dans leur voiture. Aussitôt, ils foncent dans la nuit et arrivent très vite sur un quai désert au bord du lac Michigan. Sur l'autre rive, distante de 2 kilomètres environ, les gratte-ciel découpent leur haute silhouette aux 1000 fenêtres éclairées. Tu vois, Bill, l'endroit est idéal pour se débarrasser d'un colis encombrant. Allez, prends-le par les pieds. Hé, tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux lui attacher des poids aux chevilles? Oh, pas la peine. Regarde dans quel état il est. Ouais, oh, t'as raison. Tiens, pose-le. Près de ce réverbère. Faut pas qu'on nous voie. Aucune voiture en vue du côté de Chicago. Et rien du côté de Gary non plus. Allez, allons-y. Allez, attention, hein. Oui. Et 1, 2 et 3. Et voilà. Maintenant, nous sommes tranquilles. Le chef va être content. Mon vieux Bill, tout a marché comme sur des roulettes. Et en un temps record. Ah, si tous les gars qui nous empoisonnent l'existence étaient liquidés aussi facilement. Ce serait l'âge d'or pour nous tous. Eh ben, en attendant, je t'offre un scotch au bar des Saint-Lac. Quand on aura fait notre rapport au chef, Bill. Pas avant. Et avec une conscience pareille, je me suis toujours demandé pourquoi t'étais gangster, toi. La conscience, il en faut dans tous les métiers. Autrement, eh ben on n'est pas apprécié. Tout à la satisfaction du devoir accompli, les deux gangsters devisent gaiement jusqu'à la ville. Ils arrivent au Gangster Syndicate of Chicago. Ils se présentent devant leur chef, mais celui-ci ne leur laisse même pas ouvrir la bouche. Ils foncent en pointant vers eux un index accusateur. Je vous sacré, moi! Chez Al Capone, pour une pareille sottise, vous étiez exécuté! Et chef, on a fait le travail. Oh, quel travail, tas de nouilles! Bah, chef... Silence! Et retournez tout de suite d'où vous venez! Vous vous êtes trompé de gaz! Quoi? Silence!
Ce n'est pas le OX2Z que vous lui avez donné, mais le soporifique Z4. Alors le contact de l'eau va le ranimer. Retournez là-bas en vitesse et supprimez-le, compris? Mais chef... Exécution! Oh, j'ai le cas de le dire. Ah, plaignez, plaignez les pauvres gangsters dont les chefs ont si mauvais caractère. Tu crois qu'on va le retrouver? Ah, on va le savoir tout de suite, on arrive. Hé, sors ton revolver. Pas de doute, le réverbère. C'est d'ici qu'on l'a balancé. Je vois rien. Ouais, remarque, et il n'y a rien pour remonter ici. Si le gars s'est réveillé, et il a pu nager plus loin pour trouver une échelle, alors moi je vais aller par là, et toi tu redescends, hein. Et si tu le vois, ne le rate pas. Ouais, sois tranquille. Haut les mains. Laissez tomber vos revolvers. Allons. Restez tournés vers le lac. Pas au mouvement où je tire, hein? Non, ça va, que voulez-vous? Ça, je vous le dirai plus tard. Pour l'instant, là, je ramasse vos revolvers. Voilà. Merci infiniment, messieurs. Vous êtes très aimables, je n'avais pas d'armes. Du calme, Bill, du calme. Monsieur n'a pas encore gagné la partie. Ah non? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Grâce! Et qu'est-ce qui vous prend? Rassurez-vous, j'appelle simplement la police. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que tu veux faire avec 2,935 dans le dos? Jamais. Je ne me pardonnerai de m'être laissé avoir comme ça. Jamais, tu entends? C'est une honte pour Bill le poinçonneur. Une honte! Eh bien, vous raconterez vos misères à ces deux messieurs qui arrivent. Non. Ce n'est pas encore le moment de se retourner. Eh ben, que se passe-t-il? Bonsoir, policeman. Tenez, si vous voulez prendre livraison de ces deux individus, ce sont de dangereux bandits qui ont voulu m'assassiner. Ah, bah bravo, boy. Voilà, je vous les confie. Allez, hein. oui, merci. Allez, vous ôtes les poignets. Voilà. Bon, allez, maintenant, marchez devant. La voiture est derrière les docks, là-bas. Et pas d'imprudence. Préviens les copains que tout va bien, Rogers. Par ici, vous autres. Les deux individus sont embarqués par les solides policemen. Tintin les accompagne pour faire sa déposition, puis rentre à son hôtel. Sur le trottoir, il a la joie de retrouver son brave Milou, qui a lui aussi réussi à échapper aux bandits. Tous deux regagnent leur appartement. Nous les y retrouvons le lendemain matin. Tintin lit le journal, assis dans un fauteuil près de la fenêtre à guillotine. Milou à ses pieds. Mais il y a quelque chose d'inhabituel dans l'attitude de nos amis. Tu vois, Frankie, c'est de l'autre côté de la rue, la fenêtre à droite. Ouais. Le garçon qui lit son journal avec un chien blanc à côté. Oui, monsieur Hein? Bob. Oh, bonne idée, ta boîte à violon pour transporter ta sulfateuse. Madame, c'est une bonne époque pour nous, mais il faut pas trop provoquer l'honnête citoyen. Vous me voyez avec ma mitraillette sur l'épaule dans les rues de Chicago? Non, tout de même pas. Allez, vas-y, Frankie. Envoie-lui une bonne rafale et ne le rate pas surtout. Vous connaissez la réputation de Frankie la sulfateuse, monsieur Bob. Et puis, je travaille avec une Thompson, une petite merveille. Bien sûr, je vois, Frankie, je vois. Alors, admirez le travail. Je pointe. Là. Top. Magnifique, Frankie. Il s'est effondré et j'ai vu tomber son chien aussi. Tu es un as. Sans me vanter, monsieur Bob, je peux dire que je rate jamais mon homme. Du beau travail. Ça fait combien? Bah, le tarif habituel, $1000. OK. Et maintenant, mon instrument dans la boîte à violon. Ah, sans la casquette et le mégot. Parole. On te prendrait pour un honorable professeur de musique, Frankie. Alors, excusez-moi, monsieur Bob, j'ai encore 3 leçons à donner ce matin. Enfin, je veux dire, 3 affaires à traiter. Ah, mais j'avais compris. Goodbye. Goodbye, monsieur Bob, et tout à votre service. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Georges Hubert, Bobby, Roger Trécan, le premier gangster, Philippe Clar, le deuxième gangster, Pierre Trabeau, Francky la sulfateuse, Jean-Jacques Steen, un policeman et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joe Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.